Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour apprendre Blender. Aujourd'hui, je parle des paramètres de rendu, on parle de sampling, comment sauvegarder des images et je vais terminer avec des passes et le compositor pour faire de la post-production avec une image. Si vous voulez en savoir plus sur cette scène, elle sera disponible sur mon Patreon et sans plus attendre, c'est parti! Alors une petite scène Blender toute simple pour faire les tests de rendu aujourd'hui. La première chose que je vais aborder, c'est les dimensions et la résolution de l'image à rendre. Alors en premier, si vous saviez pas, on peut faire un rendu à partir de n'importe quelle caméra en appuyant sur F12. Alors si je fais F12, voilà c'est parti. Et voilà, c'est terminé. On a des informations importantes en haut ici, par exemple le numéro du frame, mais aussi le temps que ça a pris pour rendre. Alors vous pourrez vous fier à cette valeur-là pour comparer le temps de rendu de vos images. Je vais fermer ça. Maintenant, pour la dimension, on peut se rendre dans les Output Properties et complètement en haut, on a l'onglet Dimensions. Alors ici, on peut avoir la résolution en X et en Y, alors c'est exprimé en pixels. Normalement, par défaut, on a, je crois, 1920 par 1080, qui est un format de cinéma 16:9, adapté à la plupart des médias de diffusion, on pourrait dire. Ici, par contre, j'ai mis 1000 par 1000, qui est un format carré, qui va bien, par exemple, pour Instagram, entre autres. Juste en dessous, on pourrait dire de rendre à 50% de la résolution. Alors maintenant, si je fais F12, l'image est rendue et ça a été beaucoup plus rapidement si on compare les temps. Par contre, on a moins de résolution, mais pour faire des tests de rendu placeholder, donc des rendus qui sont là comme étant temporaires, de rendre à basse résolution, c'est une bonne option pour aller rapidement. Je ramène à 100%. Et si on augmente, par exemple, une des deux valeurs, on voit que le ratio va changer. Comme ça. La même chose pour le Y. Ouais. Alors on peut utiliser ces valeurs-là pour redimensionner notre image. Et il y a également aussi l'aspect en X et Y pour faire un crop qu'on appelle en anglais, recadrer directement sans avoir à affecter la résolution finale qu'on va vouloir rendre. Ensuite, c'était activé directement dans ma scène, mais c'est le Render Region. Si vous n'avez pas Render Region d'activer, Blender va vouloir rendre votre scène même à l'extérieur de l'image et ça peut prendre des performances pour rien. Alors moi, j'aime beaucoup faire Render Region CTRL B et maintenant, on peut sélectionner toute notre frame, notre image et ça va contraindre maintenant le rendu à seulement ce qu'on veut voir puis ça va aller plus vite. Je continue ensuite avec les paramètres de sortie de l'image, entre autres le format et le path où l'image va être sauvegardée. Alors moi ici, complètement en bas dans Output, bien sûr vous devez être dans le tab Output Properties, on peut choisir le chemin que notre image va être sauvegardée. Alors en cliquant sur l'icône du dossier, on peut spécifier un nouveau dossier pour rendre nos images. Alors en appuyant sur la touche I, on crée un nouveau dossier. Je vais appeler ça Renders. Je clique à l'intérieur et là, je peux nommer mon rendu. Je vais l'appeler scène de base. Pourquoi pas? J'ai tout le temps l'habitude de mettre une barre en bas. Scène de base, barre en bas. Et là, je pourrais nommer mon image, par exemple 01. C'est la première fois qu'on va rendre. Accepte. Ensuite, on peut déterminer le format de l'image. Alors, PNG qui a le plus de qualité et qui va bien sûr peser plus, mais si vous voulez rester léger, vous pouvez quand même utiliser JPEG. Par contre, vous allez perdre un peu de détails dans l'image. Si vous utilisez le PNG, vous pourrez utiliser la couche alpha si vous voulez faire de la post-production dans un autre logiciel pour avoir de la transparence dans l'image. Alors, RGBA, c'est les couleurs RGB avec la couche alpha. Par contre, RGB n'a pas la couche alpha, mais vous allez garder la qualité du PNG avec un fichier qui va être quand même moins pesant. Alors, dépendamment des cas, si vous n'avez pas besoin de l'alpha, utilisez-la pas. Ça va coûter moins sur votre disque dur. Alternativement, il y a aussi le format noir et blanc, mais jamais que je fais ça. Le noir et blanc, on peut faire ça en post-production. Color Depth, 16 bits ou 8 bits. Alors 16 bits, c'est la plus grande profondeur de couleur. On va avoir beaucoup de flexibilité en post-production pour jouer avec le mood, jouer avec la vibe des couleurs. Et finalement, la compression, 15% par défaut. En général, je les touche pas. J'ai les résultats qui me conviennent toujours avec le 15% de compression par défaut.
Alors si vous voulez maintenant tester, vous pourrez faire F12, et puis là, l'image va rendre. Contre maintenant, si vous pensez que l'image a été automatiquement sauvegardée, eh bien pas du tout. Les images sont automatiquement sauvegardées quand on rend des séquences. Et pour sauvegarder une image individuelle, on peut utiliser le raccourci Alt-Shift-S, qui veut dire sauvegarder une image. Alors si on fait la combinaison, on va maintenant pouvoir sauvegarder l'image où l'on veut. Alors je vais sauvegarder dans mon dossier render ce que j'ai créé tout à l'heure. Et ici, on peut renommer complètement en bas le nom de notre image. Alors, render underscore 01. Vous pourrez toujours changer le format ici si ça vous plaît. Et autrement, vous pouvez faire Save as Image. Et voilà, ici, ça fonctionne. Parfait. Et maintenant, si jamais vous voulez rendre une séquence, plusieurs images, eh bien, vous n'avez qu'à faire CTRL F12. Et ça fonctionnait automatiquement. On a les images qui ont été nommées, scène de base 01, scène de base 02, et j'ai une petite animation de la boule qui bouge. Je reviendrai sur l'animation dans une autre vidéo. Alors ça c'est bien, c'est pas mal la base, la résolution, le format, la sortie du rendu. Maintenant je vais parler des features de rendu que par exemple Cycles nous offre pour rendre les images. Et en premier, je vais parler de la profondeur de champ qui est accessible avec la caméra. Avec la caméra ici de sélectionner, vous pouvez vous rendre dans les Object Data, qui est l'icône de la petite caméra. Attention, ayez la caméra de sélectionner pour voir ce tab-là. Alors, j'appuie une fois, et maintenant ici, on peut activer Depth of Field, qui veut dire profondeur de champ. Et puis là, par défaut, on va avoir l'image qui est pas mal trop floue. J'ouvre maintenant mes paramètres, et là, on peut faire le focus avec la distance. Ouais, c'est mieux. On a le focus maintenant sur la sphère et on a ici, on le voit sur le plancher qu'on a un peu de flou. Autrement, avec le Focus Object, on peut cliquer sur la pipette et là, je pourrais sélectionner par exemple ma sphère. Et là, j'ai le focus directement sur ma sphère et si ma sphère est animée, le focus va aussi être animé. Alors, ça peut être intéressant. Avec les f-stop, on peut exagérer la profondeur de champ. Alors, on est à 2.8 par défaut. Si je mets 0.5, ouais, là, on a l'impression de faire de la photographie macro. On peut augmenter aussi les blades. Alors, pour avoir des patterns, ce qu'on appelle des motifs de bokeh, j'aime souvent mettre 7. On a aussi la rotation, le ratio, des effets qui vont affecter le look de nos bokeh, mais je vous laisserai expérimenter avec ça. Alors voilà pour le Depth of Field, je vais le remettre à off. Le prochain effet que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le Motion Blur ou le flou cinétique en français. Alors dans les Render Properties, en bas ici, on a une case nommée Motion Blur. Je l'active. Par défaut, on n'a pas de preview, on n'a pas d'aperçu du Motion Blur. Pour le voir en action, on doit faire un rendu avec F12. Là ici, j'ai une petite animation. À l'image 0, ma sphère est ici. 1, je suis au centre. Et à 2, je suis de l'autre bord. Si je rends mon image 1 ici, j'appuie sur F12. Et voilà, on a maintenant la sphère qui passe tellement vite qu'elle est complètement floue. On peut ajuster l'effet. Si je change la propriété Shutter, par défaut on est à 0.5. Si on va plus bas que 0.5, il va y avoir moins de flou. Alors si j'entre par exemple 0.1, un autre rendu avec F12, et voilà, le motion blur est moins prononcé, on perçoit mieux la sphère maintenant. Il y a également Rolling Shutter, qui est la façon que les caméras fonctionnent, surtout sur des cellulaires. Alors si vous voulez simuler une image prise avec un cellulaire ou que les objets bougent très vite, vous pourrez utiliser cette option-là. Ok, maintenant, je veux parler de la qualité du rendu, la qualité des lumières, la qualité de la représentation des matériaux, ce qu'on appelle dans le langage de la 3D le sampling. Alors dans Render Properties, dans Sampling, ici on va avoir dans Render la qualité de rendu. Par défaut, on va avoir 64. Et là, en ce moment, j'ai aussi du denoising d'activer. Pour rendre l'exemple plus évident, je vais désactiver le denoising, ce qui va me laisser une sorte de bruit dans l'image.
Et là maintenant, regardez bien, alors faire F12. Alors c'est terminé, l'image a pris beaucoup moins de temps à rendre depuis que j'ai enlevé le denoising. Que le denoising c'est très bien pour enlever le noise, mais par contre ça va vous enlever aussi des détails, alors c'est une balance entre le temps de rendu et la qualité que vous voulez avoir. Mais là on le voit bien, là, on voit le bruit dans l'image, dans les matériaux ici. Alors cette qualité peut être ajustée bien sûr au coût de temps de rendu plus long et pour comparer des images, Blender a une fonction qui est très utile. En haut ici, dans les shots, on peut avoir plusieurs shots pour garder les rendus et ça va sauvegarder aussi les métadonnées comme le temps de rendu entre autres qu'on va pouvoir se fier pour comparer nos performances. Alors ici, shot 2, j'ai 64. Dans mon shot 1, je vais fermer la fenêtre maintenant, c'est bon. Je vais augmenter la qualité de 64 à 256 par exemple. Aussi, je travaille tout le temps avec des valeurs de puissance 2, 256, 512, 1024, 2048. Alors ici, 256, je fais F12. Ok, maintenant on voit que ça a pris déjà 24 secondes, ça a pris plus de temps que ma deuxième image dans slot 2. Ici, ça a pris 6 secondes, mais regardons maintenant le noise. 64, shot 1, 256, c'est beaucoup plus clean. Avant, après, avant, après. Alors, quand on veut augmenter la qualité du rendu puis enlever le noise, on augmente les samples dans le rendu ici. Juste en dessous, vous avez aussi Viewport. Ça, c'est le sampling que votre Viewport va vous donner comme étant une prévisualisation. Si je mets, par exemple, 4, alors on voit ici qu'on va avoir un preview qui est dans la scène très noisy, mais si on augmente le Viewport à 512, voilà, là, la qualité s'affine. On voit aussi les samples qui montent ici pour savoir à quelle qualité on est rendu en ce moment. Là, on le voit que c'est toujours en train de s'améliorer et il y a de moins en moins de noise. Mais par contre, Viewport n'affecte pas le rendu. Il faut changer le sampling dans le render pour les rendus. Et si on veut juste faire du Viewport, on s'occupe de Viewport. Les deux paramètres sont séparés. J'en ai parlé juste avant, mais bien sûr, le denoising, si on active le denoising dans le render, maintenant, on va avoir une image qui est beaucoup plus lisse. Alors 100, on voit le bruit, aussi 12 secondes de rendu que ça a pris, avec le denoising dans le render d'activer. Et aussi, on peut choisir soit NLM, qui est la version de base, mais qui donne pas des super beaux résultats. Je vous recommande Optics ou Open Image Denoise, dépendamment de ce que vous faites. Les deux ont des résultats un peu différents, à vous d'expérimenter. Mais si j'utilise Optics, rendu, voilà, terminé. On n'a pas du tout de noise nulle part. Par contre, 32 secondes versus du noise et 12 secondes. Alors, à vous de voir. J'en ai parlé aussi dans les autres vidéos. Le denoiser, on peut l'utiliser dans le viewport en tant que prévisualisation. Alors, on n'a qu'à activer ici viewport. Et maintenant, on va avoir un résultat qui est lisse. On peut ajuster le start sample. Par défaut, on est à 1. Et ça peut être dur de faire un update sur la scène. Je recommande d'avoir une valeur un peu plus haute. J'aime un start sample à 3, ce qui est plus facile à travailler. Je continue avec ce qui est sampling et ce qui est noise. Je dois parler maintenant des light paths. Alors dans les light paths, juste ici, on peut déterminer le nombre de rayons ou j'aimerais dire d'échantillonnage pour chaque aspect du rendu. Alors ici, on a Diffuse qui correspond à l'illumination de la scène avec la lumière qui rebondit. On a Glossy pour ce qui est la qualité des réflexions, la transparence, la lumière qui passe au travers des corps transparents, la transmission quand la lumière rebondit à l'intérieur d'un volume et qu'elle ressort, et finalement Volume pour tout ce qui est fumé. Le plus que les valeurs vont être hautes dans ces propriétés, le plus de qualité on va avoir pour chacun de ces aspects. Remarquez qu'on a un total en haut ici qui est juste une sorte de multiplicateur de toutes ces valeurs-là. Alors quand on a le minimum de noise avec chacune de ces propriétés-là, si on veut seulement plus de qualité, on peut augmenter le total ici qui va prendre plus de temps mais qui va donner quand même plus de qualité. Alors vous, vos propriétés par défaut peuvent avoir changé. Ici, j'ai un diffuse qui est à 4. Alors 4, ça nous donne
Alors ça nous donne cette image et j'ai aussi désactivé le denoiser pour que l'exemple soit plus évident. Alors ici dans mon slot 1, j'ai 4 de diffuse pour un temps de 12 secondes. Maintenant dans mon slot 2, je vais faire une nouvelle image, ce qui nous donne cette image. Alors on a 12 secondes, même temps de rendu. Par contre, remarquez quand j'alterne entre les deux, première image à 4, 0, 4, 0, on voit l'illumination, la contamination du rouge qui ne se fait plus, alors la lumière ne rebondit plus convenablement, on va avoir moins de réalisme, mais on pourrait sauver en temps de rendu. Maintenant, pour le glossy, la qualité des réflexions, je vais faire un test à 6. Alors voilà pour 6, on a presque 16 secondes de rendu, et maintenant glossy à 0. Et voilà, 10 secondes de rendu beaucoup plus rapide, mais on n'a pas de réflexion entre les objets dans l'environnement. Avant, après, avant, après. Alors vous voyez, maintenant je vais tester la transparence qui est à 0 ici. J'ai dans une collection glass, j'ai des panneaux de verre ici. Par contre là, il n'y a aucune transparence parce que mon transparency est à 0. Si je mets 6, juste dans le viewport, on voit déjà plus de transparence. Et là, vu qu'on a beaucoup de couches de verre qui se superposent, on va avoir besoin de beaucoup plus de valeur dans notre transparency. Alors si je garde ça à 6 et que je fais un rendu, maintenant la lumière traverse la transparence, mais remarquez ici que ça semble opaque. Maintenant, je vais augmenter la transparence à 12. Voilà, la lumière peut maintenant traverser beaucoup plus loin dans le verre. Par contre, remarquez le temps de rendu, 28 secondes maintenant. Avant, 22 secondes. Alors c'est plus de temps à rendre, mais la lumière se rend plus loin. J'ai l'impression qu'il reste encore un peu de opaque ici. Transparence à 20. Voilà, maintenant ma lumière passe au travers tous mes feuilles de verre, mais ça a pris 30 secondes maintenant à rendre. Et avant, ça m'en avait pris 28. Ah, c'est pas si mal pour le plus que ça a donné. Et là, je ramène ça à 6. Je parle maintenant de la transmission et la transmission va fonctionner quand on utilise la propriété transmission sur le principle de BSDF. Alors pour le verre qui est ici, dans ces matériaux, j'utilisais une combinaison d'un glossy BSDF avec le transparent pour montrer la transparency. Mais maintenant pour la transmission, je vais connecter mon principle de BSDF. Et j'ai aussi ma transmission qui est à 100%. Et là, par exemple, j'ai transmission à 6. On voit que la lumière passe au travers, encore une fois, du verre, mais les masses noires qui sont là, c'est les rayons qui ont atteint la limite. La lumière ne peut pas se propager plus loin. Transmission à 12. Ouais, il en reste encore. Transmission à 20. Ah, c'est encore noir. Ici, je peux augmenter le total de toutes mes rays. 14. 15, 16. Et maintenant, wow, quel beau verre. 26 secondes de rendu par contre, mais la qualité est quand même bien. Maintenant, qualité des volumes, qualité de la fumée. Alors ici, j'ai de la boucane dans ma scène. Et là, mon sampling est à 2. Je vais mettre ça à 0. La fumée fonctionne toujours, mais elle va avoir plus de difficultés à rebondir dans la fumée. Si on fait un rendu de ça, ok, voilà, 39 secondes. J'augmente la volume à 6. Et là, ici, ma fumée est beaucoup plus riche, plus smooth. Par contre, 1 minute et 19 secondes de temps de rendu. Alors avant, 0 sample. Après, 6 samples. La lumière rebondit bien à l'intérieur de la fumée. Et ça peut être encore plus intéressant si, par exemple, ma sphère ici avait des motifs qui émettaient de la lumière. Ici, à 0 sample pour les volumes, et maintenant à 6 samples avec l'illumination. Alors avant, 0, après 6, smooth. Ensuite, je vais terminer le sampling avec les caustics. Alors Blender peut rendre des caustics avec les corps transparents. On a par défaut Reflective et Refractive d'activer. Alors dans cette scène, j'ai un corps transparent qui laisse passer la lumière. Je vais faire un rendu. Alors pour 15 secondes, on a Reflective et Refractive d'activer. Et si je désactive, maintenant 14 secondes, pas beaucoup plus lent, mais quand les images sont plus grandes, ça s'accumule très rapidement. Et si je regarde avant, beaucoup plus de lumière passe au travers, oui, quand les caustiques sont activés.
Quand ils sont désactivés, tout est beaucoup plus noir, alors à vous de voir quand est-ce que vous voulez les utiliser, mais moi je vais vous le dire, dans la plupart des cas, je ne l'utilise pas, ça fait augmenter les temps de rendu exponentiellement, et de toute façon, on peut simuler n'importe quoi avec des lumières qui sont astucieusement placées. Alors à vous de voir. Ensuite, je veux aller dans la catégorie film. Ici, et je veux parler du background. Ici, j'ai mon background qui va être transparent et par défaut, je crois qu'il est désactivé. Et que par exemple, ici, mon décor, je l'enlève momentanément. Maintenant, si je fais un rendu, ok, tout semble bien, mais si maintenant j'exporte cette image, ici je suis dans Krita, et on voit que l'image a été sauvegardée avec un background gris, mais moi je me serais attendu à ce que derrière la sphère, tout ça, ça soit de l'alpha, que tout soit transparent. Alors pour avoir cette fonctionnalité-là de transparence, on doit avoir le transparent d'activer dans Film. Je recommence ici, transparent. Ah, là tout d'un coup, on a le genre de checkerboard à la Photoshop qui nous dit qu'il y a de la transparence. Je fais un rendu. Et puis là, dans Krita, j'ai ma transparence, puis je peux mettre n'importe quelle image derrière si je veux. La même chose est possible aussi pour le vert, donc d'avoir le vert transparent. On a ici l'option Transparent Glass. Alors si je ne l'ai pas d'activé, voilà dans Krita, on a du gris qui est dans la transparence du vert. Et maintenant, Transparent Glass d'activer. Et voilà, l'alpha va maintenant paraître dans le vert.